Il m'a dit qu'il partait après 34 ans de mariage, et je n'ai pas discuté. Warren se tenait au milieu de notre salon comme un homme prononçant un discours qu'il avait répété dans la voiture avant d'entrer. Son dos était trop droit. Son menton un peu trop relevé. Il avait encore ses clés à la main, comme si s'asseoir pouvait faire ressembler cela à une conversation au lieu de ce qu'il voulait que ce soit, une performance. Même le silence autour de lui semblait arrangé. Il avait déjà décidé quel genre de femme il attendait que je sois à ce moment. Choquée, humiliée, bruyante, le genre qui s'accroche à un homme après qu'il se soit déjà retiré. Je suis resté dans mon fauteuil. La lampe à côté de moi était allumée. Le reste de la pièce avait cette obscurité de fin de soirée qui rend les choses familières légèrement mises en scène. Son sac de voyage était près de la porte. Ce fut la première chose qui me glaça. Pas son visage, pas ses mots, le sac qu'il avait fait avant de me parler. Les hommes font ça quand ils veulent le courage de la logistique derrière leur cruauté. J'ai gâché assez d'années, dit-il. Pas bonjour, pas asseyez-vous, pas même mon nom, assez d'années. Je le regardai alors correctement et vis quelque chose de plus laid que la colère. Le soulagement. Il pensait enfin se débarrasser d'un poids. Il pensait avoir franchi une version plus lumineuse de sa vie et n'être revenu que pour l'annoncer à la personne qu'il laissait derrière lui. J'ai rencontré quelqu'un, dit-il en lissant son pouce sur sa télécommande de clé. Je veux quelque chose de différent. Je le mérite. Mérite. Ce mot resta dans la pièce comme une mauvaise odeur. Il ne s'assit toujours pas. Il resta debout dans cette chemise repassée, cette posture soignée, ce ton entraîné. Et je savais avant qu'il ne dise un autre mot que ce n'était pas une confession impulsive arrachée par la culpabilité. Cela avait une forme, une histoire, une répétition. Puis il prononça son nom, Kayla Walker. Il le dit clairement, comme s'il s'était déjà habitué à s'entendre lié à une femme assez jeune pour le faire se sentir neuf en public. Je ne sciais pas. Cela sembla le déranger plus que des larmes ne l'auraient fait. Il voulait une réaction pour pouvoir la gérer. Mon immobilité ne lui donna rien à travailler. À ce moment-là, mon téléphone avait commencé à vibrer sur la table d'appoint. Une fois, puis encore, l'une de nos filles. Je le savais par le motif. Elle n'appelait jamais une seule fois quand elle était bouleversée. Elle appelait en grappe, comme si l'urgence pouvait passer plus vite si elle arrivait plus d'une fois. Je ne décrochais pas. Warren le remarqua. Vous devriez répondre à cela. Je sais qui c'est, dis-je. Cela le fit se décaler légèrement. La première fissure. Il recommença à parler plus vite maintenant de l'honnêteté, du besoin de paix, de la brièveté de la vie et de la façon dont les gens changeaient. Il parla comme les gens égoïstes le font lorsqu'ils essaient d'envelopper la trahison de philosophie. Quelque part au milieu, mon téléphone s'illumina avec le nom de notre fils, puis un message d'un autre enfant, puis un autre appel. La famille avait commencé à bouger avant moi. Je m'appelle Isidora Pike, et si vous m'écoutez en ce moment, dites-moi quelle heure il est chez vous. Certaines nuits divisent votre vie si nettement que vous vous souvenez de l'heure exacte à laquelle elles ont commencé. Je répondis finalement au troisième appel. Maman, dit ma fille essoufflée. S'il te plaît, dis-moi que ce n'est pas vrai. En face de moi, le visage de Warren changea, non pas de honte, mais d'irritation. Il avait espéré partir avant que l'histoire ne se propage plus vite que sa version. C'est vrai, dis-je. Elle se tut une demi-seconde, puis le passa au téléphone. Non. Un autre enfant envoya un message. J'arrive. Un autre n'envoya rien du tout. Ce silence fit plus mal. Warren fit un pas vers la porte, puis s'arrêta quand il réalisa que je ne le suppliais toujours pas. Tu prends ça étrangement bien. J'ai failli sourire à cela. Presque. Après 34 ans, il partit en croyant que j'étais celle qui était rejetée. Il regarda mon silence et le prit pour une défaite. Il regarda mon immobilité et la prit pour du vide. Il pensait qu'il s'éloignait vers une meilleure vie. Ce qu'il ne savait pas, ce qu'il ne pouvait pas encore voir, debout là avec son sac à la main et une autre femme attendant dans sa décision, c'est que j'avais déjà commencé à comprendre le genre d'homme qu'il devenait quand il pensait que je n'avais rien dont il avait besoin. Ma mère ne m'a pas élevé pour craindre les hommes. Elle m'a élevé pour les observer. Elle l'a dit dans une chambre d'hôpital qui semblait trop propre pour ce qu'elle contenait. Le genre de propreté qui ne vous réconforte pas.
Cela rend juste tout ce qu'il y a à l'intérieur temporaire. Les stores étaient à moitié ouverts et la lumière entrait fine et pâle, traversant la couverture sur ses jambes comme quelque chose de mesuré. Je me souviens de ses mains plus que de tout. Elle semblait plus petite, non pas faible, juste plus éloignée de la femme que j'avais connue en grandissant. La femme qui parcourait des terres héritées avec des chaussures dures et ne haussait jamais la voix, mais faisait quand même baisser la leur aux hommes adultes. Elle mourait, et elle le savait. C'est ce qui la rendait honnête d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. Mourir. Les gens ne perdent pas de temps à adoucir la vérité. Ils la placent et vous laissent la porter. Elle ne m'a pas dit que les hommes étaient dangereux. Elle ne m'a pas dit d'être méfiante. Elle m'a dit quelque chose de plus difficile que cela. L'intimité n'est pas une tromperie, dit-elle. Sa voix était fine, mais stable. La discipline n'est pas la peur. Je n'ai rien dit. J'étais encore à l'âge où l'on pense que la sagesse est quelque chose à quoi on reviendra plus tard quand la vie semblera moins urgente. Elle tourna légèrement la tête alors, juste assez pour me regarder pleinement. Et il y a des vérités, dit-elle, qui pourrissent dès que vous les déposez devant le mauvais appétit. Cela resta, non pas parce que je le comprenais, mais parce que je ne le comprenais pas. À l'époque, je l'ai écouté comme les jeunes femmes écoutent souvent les femmes plus âgées, prudentes, réservées, façonnée par une expérience que je n'avais pas encore payée. Je pensais qu'elle était protectrice de la manière dont sa génération avait appris à l'être, silencieuse, gardée, peut-être même un peu effrayée. Je me trompais. Il m'a fallu des années pour comprendre. Elle ne parlait pas de peur. Elle parlait de schéma. Je l'ai vue plus tard dans des pièces où elle se déplaçait sans effort. Dans la façon dont certains hommes changeaient lorsque l'argent entrait dans une conversation, comment leur posture se modifiait, comment leur ton s'ajustait, comment la curiosité se transformait en calcul si rapidement que cela ressemblait presque à un instinct. Pas tous les hommes, mais suffisamment. Assez pour qu'elle sache qu'une fois la richesse visible, elle cesse de se comporter comme de l'information. Elle devient une atmosphère. Les gens la respirent différemment. Ce qu'elle m'a laissé n'était pas de l'argent. C'est la partie que les gens ne comprennent pas quand ils entendent un chiffre suffisamment grand pour les rendre méfiants. Ils imaginent quelque chose de dramatique, un coffre-fort, un compte caché attendant d'être révélé, comme un secret destiné à impressionner quelqu'un. Ce n'était jamais cela. Ce qu'elle m'a laissé, c'était une structure. Je me souviens de la première fois que j'ai vu l'un des documents correctement. Non pas comme un enfant à qui on dit de rester tranquille pendant que les adultes s'occupent des choses, mais comme quelqu'un censé comprendre ce qu'elle héritait. Ce n'était pas un seul papier. C'était des couches. Des terres détenues dans des fiducies plus anciennes que mon mariage. Des propriétés liées à des entités qui ne portaient pas de nom personnel. Des revenus qui transitaient par des systèmes conçus pour exister sans émotion. Tout documenté, tout séparé, tout construit avec l'hypothèse qu'un jour quelqu'un essaierait de l'atteindre sans comprendre ce que c'était. Au moment où le contrôle m'est passé, le chiffre sur papier s'élevait à un peu plus de 600 millions de dollars sur papier. Cette partie est importante car le papier est ce qui sépare la croyance du contrôle. Je n'ai pas caché 600 millions de dollars. Je l'ai entretenu. Il y a une différence. Je ne l'ai pas transformé en romance. Je ne l'ai pas intégré au mariage. Je n'ai pas converti la protection en sentiment juste pour faire en sorte que quelqu'un se sente inclus. C'est là que la plupart des gens font leur erreur. Ils confondent l'intimité avec l'accès. Ma mère ne l'a jamais fait et finalement moi non plus. Quand j'ai épousé Warren, je l'ai épousé honnêtement. Je croyais en lui. Je croyais en la vie que nous construisions, mais je ne lui ai pas donné tout ce qui avait existé avant lui. Non pas parce que je ne lui faisais pas confiance, mais parce que cela ne lui appartenait pas. Cette distinction n'est pas émotionnelle. Elle est structurelle. C'est la différence entre partager votre vie avec quelqu'un et lui donner quelque chose qu'il n'était jamais censé porter. Je me souviens de la première fois qu'il a posé une question sans réaliser ce qu'il demandait vraiment. Nous étions plus jeunes alors. Assis à la table de la cuisine, riant plus facilement, parlant de projets comme si le temps était quelque chose que nous avions en abondance. Il me regarda un soir et dit presque nonchalamment, « Tu n'as jamais l'air inquiète pour l'argent. » J'ai souri. J'ai appris à ne pas paniquer tôt. Il accepta cela, hocha la tête comme si cela expliquait quelque chose, et ce fut le moment où je compris quelque chose à son sujet qui prendrait des années à être pleinement prouvé.
Il voyait la stabilité et supposait qu'elle venait de lui. Il ne demanda jamais ce qui la maintenait en place, ne poussa jamais la question assez loin pour atteindre quoi que ce soit d'inconfortable. Il n'enquêta pas sur la paix. Il en jouit, et je le laissais faire. Non pas parce que je me cachais, mais parce que j'observais. J'avais besoin de savoir quel genre d'homme il serait sans savoir ce que j'avais. Sans s'y adapter, sans jouer la gratitude, la retenue ou l'insécurité basée sur l'accès, juste lui-même, sans influence, sans filtre. Je ne le lui ai pas caché par peur. Je le lui ai caché parce que je voulais la vérité. Et pendant longtemps, j'ai cru que ce que je voyais était suffisant. Je l'ai laissé m'aimer comme il me comprenait. Je l'ai laissé croire que notre vie reposait sur un effort partagé, un revenu partagé, un mouvement partagé. Je n'ai pas menti. J'ai simplement n'ai jamais corrigé ce qu'il choisissait de ne pas examiner. Et au moment où il se tenait dans notre salon et m'appelait quelque chose qu'il ne voulait plus porter, je n'étais pas en train de me démener pour protéger quoi que ce soit. Je l'avais déjà fait des années auparavant. Au moment où il m'a appelé un fardeau, j'avais déjà passé des années à m'assurer que les choses les plus importantes que je possédais ne pourraient jamais être touchées par un homme qui confondait l'accès avec le droit. Le plus étrange dans le mariage, c'est comment un homme peut vivre dans votre stabilité pendant des décennies et croire encore qu'elle vient de lui. De l'extérieur, Warren et moi avions l'air ordinaire, comme le font souvent les familles aisées. Ni flashy, ni suspectement poli. Nous vivions bien, mais pas d'une manière qui faisait que les gens se penchaient en avant et commençaient à compter ce qu'ils pensaient appartenir à qui. La maison était belle sans en faire trop. Les enfants étaient dans de bonnes écoles. Les factures étaient payées à temps. Les vacances arrivaient assez souvent pour être méritées, pas jouées. Si vous nous aviez regardé de la rue, vous auriez vu un mariage de classe moyenne à supérieure solide, maintenu par deux adultes qui comprenaient la responsabilité. C'était la version que Warren aimait le mieux. Dans son esprit, notre vie avançait grâce à la force de son travail, de ses efforts, de ses longues heures, de ses choix. Je l'ai laissé garder cette image parce que pendant de nombreuses années, cela a fait plus de bien que de mal. Un mari qui croit qu'il pourvoit à ses besoins se tient souvent plus droit dans sa propre maison. Parfois, cela compte. Parfois, la fierté, lorsqu'elle est gérée avec soin, peut maintenir un foyer plus calme que la vérité. Mais le calme coûte quelque chose. Le conjoint que nous partagions n'était jamais l'emplacement de ma véritable sécurité. C'était ce qu'un compte de ménage est censé être. Hypothèque, frais de scolarité, courses, dépôt pour les colonies de vacances, assurance automobile, réparation de la maison, voyage en famille, la machinerie ordinaire d'une vie qui a besoin d'être constamment alimentée. Les revenus de Warren y étaient versés. Les miens, au sens visible, circulaient autour de lui de manière suffisamment naturelle pour ne pas inviter de questions. Ce qu'il n'a jamais compris, c'est combien de mauvaises saisons auraient été pires si je n'avais pas discrètement réduit la distance entre ceux qui entraient et ceux qui sortaient. Il y a eu une année au début du mariage où un de ses contrats s'est effondré si soudainement qu'il n'a pas parlé correctement pendant 3 jours. Il se promenait dans la maison, la mâchoire serrée et la voix coupée, claquant les portes des placards et prétendant qu'il était simplement fatigué. Les chiffres n'étaient pas fatals, mais ils étaient laids. Assez laids pour que les frais de scolarité aient fait mal. Assez laids pour qu'un paiement en retard puisse en déclencher un autre. Il n'arrêtait pas de dire qu'il arrangerait ça. Et je n'arrêtais pas de ne rien dire. 2 semaines plus tard, la pression s'est relâchée. Il croyait qu'il s'en était sorti par la négociation. Ce qui s'était réellement passé était plus simple. J'avais discrètement déplacé de l'argent par un canal légal détenu par la famille vers un compte de soutien temporaire que nous utilisions déjà pour lisser les dépenses du ménage, puis j'ai laissé sa fierté raconter l'histoire qu'elle préférait. Il s'est remercié avec du bourbon ce week-end-là. Je l'ai regardé faire. Une autre fois, notre deuxième enfant avait besoin d'un spécialiste que nous n'avions pas prévu. Le délai de l'assurance a été assez long pour m'effrayer, mais pas assez long pour effrayer Warren et le pousser à l'honnêteté. Il n'arrêtait pas d'insister sur le fait que ça s'arrangerait tout seul. Je me souviens d'être assise sur le parking après l'un de ces rendez-vous, la main toujours sur le volant, écoutant le moteur qui tournait et réalisant à quelle vitesse les hommes peuvent appeler quelque chose de temporaire quand ce n'est pas leur corps qui porte la peur. Le lendemain matin, les dépôts étaient couverts, la planification avait été modifiée et le cheminement du traitement stabilisé. Warren a appelé cela une bénédiction. Je l'ai laissé faire. Les bénédictions sont des noms pratiques pour le travail quand la bonne femme le fait silencieusement.
C'était notre mariage plus souvent qu'il ne l'a jamais su. Pas de mensonges, pas de théâtre, juste une correction sans applaudissements. J'ai couvert les urgences scolaires avant qu'elles ne deviennent une panique domestique. J'ai adouci les saisons de vacances après de mauvais trimestres. J'ai remboursé l'une de ces erreurs discrètes impliquant de l'argent emprunté à un ami qu'il n'aurait jamais dû mélanger avec les affaires. J'ai remplacé l'air autour de ces décisions avant que les enfants ne sentent à quel point il était devenu rare. Même quand il n'échouait pas, je réduisais souvent l'impact, trouvais l'option la plus propre, ralentissais l'atterrissage le plus difficile, déplaçais une chose pour qu'une autre ne se brise pas devant la famille. Et parce que je le faisais sans l'humilier, il a commencé à prendre cette gestion invisible pour de la dépendance. C'est le danger de la retenue. Les gens commencent à croire que votre silence signifie que vous aviez besoin d'être sauvé. Warren regardait parfois autour de notre maison après un bon mois et se tenait un peu plus droit, parlant avec l'autorité décontractée d'un homme qui pensait que le confort suivait naturellement son effort. Nous nous en sommes bien sortis, disait-il, ou les jours plus grandioses, j'ai maintenu notre stabilité. Je n'ai jamais corrigé le pronom, non pas parce que j'étais d'accord, mais parce que le mariage enseigne aux femmes d'étranges économies. Parfois, la paix coûte du crédit. Parfois, la dignité ne consiste pas à être nommé à chaque fois. Parfois, les enfants qui dorment bien dans leur chambre sont plus importants que de rester dans la cuisine et d'imposer la vérité à un homme trop fier pour la porter correctement. Mais chaque décision silencieuse laisse une trace quelque part, même si une seule personne s'en souvient avec précision. Au moment où Warren me regarda avec la confiance établie d'un mari qui croyait avoir passé 34 ans à porter une femme plus douce et moins capable à travers la vie, je n'avais plus besoin qu'il comprenne les chiffres pour comprendre l'insulte. Il pensait avoir passé 34 ans à me porter. La vérité était plus difficile pour sa fierté. J'avais passé 34 ans à m'assurer que ces mauvaises décisions n'aient jamais l'air aussi coûteuses qu'elles l'étaient réellement. Il n'est pas devenu cruel le jour où il a rencontré cette femme plus jeune. Il est devenu négligent le jour où le succès lui a enfin répondu. Cette distinction est importante. La cruauté arrive rarement pleinement formée. Elle commence comme une permission. Un homme entend son nom dans les bonnes pièces assez souvent. Sent des mains serrer les siennes avec un nouveau respect. Remarque des gens qu'il ignorait autrefois et qui l'attendent maintenant qu'il ait fini de parler. Et quelque chose en lui se détend dans la mauvaise direction. Pas son effort, pas son ambition, mais sa retenue. C'était Warren. Mais cela ne s'est pas passé lentement comme les gens aiment l'imaginer quand ils veulent croire que le changement peut être adouci en quelque chose d'inoffensif. Il y a eu un moment précis. L'accord qu'il a changé est arrivé un jeudi soir. Je m'en souviens clairement parce qu'il est rentré plus tard que d'habitude, non pas fatigué, mais éclairé, non pas bruyant, mais contenu de cette manière dangereuse que les hommes adoptent lorsque quelque chose en eux a changé et qu'ils n'ont pas encore décidé comment le porter. Il s'est versé un verre sans enlever sa veste et s'est tenu dans la cuisine comme si la pièce lui appartenait d'une manière qu'elle n'avait pas la veille. « C'est fait, dit-il. »« Qu'est-ce qui est fait ?» ai-je demandé. « Le contrat. Pas le plus gros contrat qu'il toucherait jamais, mais le premier qui le fit se sentir indéniable. Le genre qui met votre nom dans des conversations où vous n'étiez pas invité auparavant. Le genre qui fait que les gens vous rappellent plus vite. Le genre qui enseigne à un homme la différence entre être toléré et être recherché. Je le félicitais. Je le pensais. Cette partie est importante parce que ce qui a suivi n'était pas construit sur l'échec. C'était construit sur un succès mal géré. Dans les semaines qui ont suivi, le changement a été immédiat, non pas graduel, non pas bruyant, mais précis. Les gens ont commencé à l'appeler en premier. Les invitations sont apparues sans effort. Les hommes qui avaient l'habitude de lui parler par-dessus commencèrent à faire des pauses, à écouter, à ajuster leur ton au milieu d'une phrase. Je les regardais tout absorbés, non pas avec discipline, mais avec une faim qu'ils ne reconnaissaient pas encore comme de la faim. L'admiration lui allait maladroitement. Au lieu de la questionner, il décida qu'elle lui convenait. C'était le changement. Au début, cela se manifestait par de petites corrections. Lors d'un dîner avec des amis, j'ai mentionné l'une des premières années, quelque chose à propos de la difficulté des frais de scolarité des enfants, et il a souri dans son verre et a dit, « Ce n'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. » La pièce n'a pas réagi, mais moi si. Pas extérieurement, intérieurement. Parce que la précision n'était pas le but. L'autorité l'était. Dans la voiture après, quand je me suis tu, il m'a regardé et a dit,
je ne faisais que clarifier, comme si la vérité avait été menacée au lieu de sa position. Ce fut le début. Puis vinrent les exclusions. Des réunions qu'il mentionnait autrefois nonchalamment devinrent des choses dont j'entendais parler après coup. Les voyages se sont déplacés sans discussion. Les dîners apparaissaient sur les calendriers trop tard pour que je puisse les rejoindre, s'ils apparaissaient. Quand je demandais, il avait toujours des réponses prêtes. C'était à la dernière minute. Tu étais occupé. Je ne voulais pas t'ennuyer avec les discussions de travail. Cette dernière phrase me faisait toujours me figer. M'ennuyer, comme si je n'avais pas passé des années à écouter les chiffres, les risques, le timing et la personnalité avec plus d'attention que la plupart des hommes dans la pièce. Comme si ma compréhension de son monde avait toujours été décorative au lieu d'être fonctionnelle. Il n'essayait pas encore de me blesser. Il me repositionnait, et le repositionnement précède toujours le retrait. Puis vint la réécriture. C'est alors que j'ai compris que le changement n'était plus superficiel. Un homme peut devenir fier sans devenir malhonnête. Mais quand il commence à modifier le passé pour faire paraître son importance plus ancienne qu'elle ne l'est, vous n'avez plus affaire à de la fierté. Vous avez affaire à de l'appétit. Warren commença à parler de notre vie comme s'il l'avait mise en forme seul. Ce que j'ai construit, ce que j'ai porté. Des phrases lâchées négligemment dans des pièces où j'étais assez proche pour entendre mais trop discipliné pour interrompre. La première fois, je l'ai laissé passer. La deuxième fois, j'ai écouté plus attentivement. La troisième fois, je savais que ce n'était pas accidentel. Il ne se souvenait pas différemment. Il révisait et ne se corrigeait pas une fois les mots prononcés. Cela m'a tout dit. Kayla Walker est entrée par cette version de lui. Non pas dramatiquement, non pas par le scandale, mais par l'accès. Elle était adjacente au travail, présentable, plus jeune d'assez d'années pour flatter un homme qui venait de commencer à croire que l'admiration était quelque chose qu'il méritait en permanence. Elle comprenait les pièces, comprenait le ton, comprenait la hiérarchie silencieuse de l'attention qui circule entre les gens quand quelqu'un s'élève. Cela ne la rend pas exceptionnelle. Cela la rend opportune. La première fois que je l'ai vue, elle se tenait à côté de lui après un événement, riant, la tête inclinée juste assez pour le faire se sentir plus grand. Sa robe était élégante, mais pas assez chère pour appartenir à l'argent hérité. Son attention, cependant, était précieuse, concentrée, indivise, le genre d'attention que les jeunes femmes donnent aux hommes plus âgés quand elles reconnaissent que ce qu'il veut le plus n'est pas le désir. C'est le reflet. Je l'ai regardé se regarder dans son visage, et j'ai compris alors quelque chose que je ne pouvais pas effacer. Il ne se mesurait plus par ce qu'il avait construit. Il se mesurait par la façon dont il était vu. Après cela, le manque de respect s'est accentué. Il m'interrompait plus facilement, soupirait avant que je ne finisse mes phrases, répondait à des questions que je n'avais pas posées, puis m'accusait de le presser quand je remarquais les lacunes. Une fois, lors d'un petit dîner, je lui ai rappelé une promesse qu'il avait faite à l'un de nos fils. Il a souri, léger, désinvolte, et a dit, « Isidora, tout ne doit pas devenir une audience domestique. » Les gens ont ri. Ils pensaient que c'était de l'esprit. Ce n'en était pas. C'était du positionnement. Il avait commencé à m'utiliser pour démontrer à quel point il se croyait au-dessus de la vie ordinaire. Et pourtant, même alors, je ne pense pas qu'il ait pleinement compris ce qu'il devenait. Les hommes comme Warren le font rarement. Ils appellent ça la croissance, la pression, la réinvention. Ils cherchent des mots plus jolis parce que le mot juste, le manque de respect, les forcerait à admettre quelque chose qu'ils ne sont pas prêts à affronter. Que la personne qui rétrécit dans la pièce ne le fait pas par accident. Au moment où j'ai réalisé qu'il ne me parlait plus comme une femme, il avait déjà commencé à parler de moi comme d'un inconvénient. Il n'a pas vidé notre compte joint en une nuit dramatique. Les hommes comme lui volent rarement bruyamment quand ils pensent encore qu'ils sont intelligents. Le premier virement fut suffisamment petit pour m'insulter plus que m'alarmer. Il arriva un mardi après-midi alors que j'attendais dans la voiture devant un fleuriste, le genre d'endroit que j'utilisais quand je voulais des arrangements funéraires professionnels pour les funérailles d'un autre et non les miennes. J'ai jeté un coup d'œil à la notification, m'attendant à des courses, des frais de scolarité, des services publics, quelque chose d'assez ordinaire pour disparaître dans la machinerie de la vie de famille. Au lieu de cela, je vis un paiement codé sous l'une des descriptions de frais professionnels de Warren. Le montant n'était pas assez important pour déclencher la panique. C'était le but.
Les hommes qui planifient une trahison ne commencent pas par la cupidité. Ils commencent par des ballons d'essai. Quand je l'ai interrogé à ce sujet ce soir-là, il a à peine levé les yeux de son assiette. Couverture temporaire, dit-il. Je le remettrai. Il le dit avec l'irritation facile d'un homme qui pensait qu'être interrogé était plus offensant que de déplacer de l'argent commun sans discussion. J'ai hoché la tête une fois et j'ai laissé passer. Non pas parce que je le croyais, mais parce que je voulais voir ce qui viendrait ensuite. Ce n'était jamais une seule chose. C'est ce qui rendait cela laid. Un remboursement ici. Un voyage là-bas, l'accueil d'un client, une rustine de trésorerie, une avance à court terme. Certaines charges étaient acheminées assez proprement pour paraître légitimes si elles étaient répétées rapidement. D'autres étaient déguisées en problèmes de calendrier, le genre que les couples mariés excusent parce que la vie est trépidante, et la confiance aime à se croire efficace. Si Warren était rentré à la maison un soir, avait annoncé qu'il nous avait plumés et m'avait défié de l'arrêter, j'aurais immédiatement compris le crime. Ce qu'il fit à la place fut plus lent. Plus malin de la manière dont les hommes faibles pensent. Malin signifie caché. Les dépenses ont développé un rythme avant de prendre de l'ampleur. J'ai commencé à les suivre depuis mon bureau après minuit pendant que la maison dormait. Je n'ai pas confronté chaque ligne. J'ai cessé de donner des avertissements. J'ai fait des captures d'écran des notifications avant qu'elles ne disparaissent dans les récapitulatifs mensuels. J'ai créé des dossiers, enregistré des dates, comparé les virements au voyage. Comparé le moment des retraits aux nuits où il rentrait plus tard que ce que ses explications pouvaient confortablement justifier. Une fois, je me suis assise dans la lumière tamisée de la cuisine, le réfrigérateur ronronnant derrière moi, et j'ai regardé 3 dépenses distinctes former une phrase qu'il n'avait pas l'intention de me faire lire. Hôtel, service de voiture, bijoux, non pas la preuve d'une vie pleine ailleurs, pas encore. Mais la preuve que notre compte avait commencé à financer une version de lui qui n'incluait plus ma dignité. Cela a fait moins mal que je ne m'y attendais. Ce qui m'a fait plus mal, c'est à quel point il était devenu habile. Il ne tressaillait plus quand il déplaçait de l'argent, n'expliquait plus trop, ne jouait plus la culpabilité. Il était tombé dans ce ton froid et managérial que les hommes égoïstes utilisent quand ils veulent qu'une femme se sente provinciale de remarquer ce qui se passe devant elle. J'ai géré, a-t-il dit plus d'une fois. Tu regardes des morceaux, pas l'ensemble. Il avait raison sur un point. Je regardais des morceaux. J'ai juste su comment les assembler mieux que lui. Les enfants n'ont rien remarqué au début. Pourquoi l'aurait-il fait? La lumière restait allumée. Leur routine était maintenue. Le compte avait encore assez de mouvement pour paraître vivant de l'extérieur. C'est une autre chose que les femmes comme moi apprennent tôt. L'effondrement entre souvent dans une maison silencieusement, habillée d'inconvénients, tandis que la mère est la seule assez proche pour entendre le changement dans sa respiration. À ce moment-là, j'avais cessé de mesurer le compte par ce qu'il contenait. Je le mesurais par l'intention. Le schéma s'est accentué au fil des mois. Plus de voyages privés, un langage de dépenses plus soigné, plus d'argent circulant juste avant des changements émotionnellement significatifs. Comme si Warren avait besoin de nos fonds partagés pour préparer la vie qu'il répétait avant d'avoir le courage de la prononcer à voix haute. Un retrait a eu lieu la même semaine où il a commencé à dormir avec son téléphone face cachée. Un autre est venu 2 jours avant qu'il ne suggère soudainement de simplifier certaines obligations ménagères. Un troisième est apparu le matin après que j'ai vu le nom de Kayla Walker apparaître sur son écran et disparaître avant qu'il ne pense que je l'avais remarqué. C'est à ce moment-là que j'ai cessé d'appeler cela de la négligence. Au moment où il s'est finalement tenu devant moi et a annoncé qu'il partait, le compte était déjà presque vide. Pas assez vide pour paraître théâtral, mais assez vide pour révéler une planification, assez vide pour prouver que ce n'était jamais une spirale émotionnelle tardive entraînée par la luxure et l'ego. Cela avait une architecture, une séquence, un appétit avec un calendrier. Il pensait que je souriais parce que j'étais sous le choc. J'ai souri parce que je venais de finir de comprendre depuis combien de temps il le planifiait. Il n'a même pas eu la dignité d'avoir honte de son âge. C'est ce qui a rendu toute cette histoire plus petite que la trahison et plus laide que le chagrin. S'il était venu me voir brisé, confus, faible d'une manière humaine ordinaire, il y aurait peut-être eu une douleur que j'aurais pu encore reconnaître. Mais Warren n'est pas venu me voir honteux. Il est venu me voir préparé, chemise repassée, mâchoire serrée, document déjà imprimé.
Le divorce n'était pas une menace émotionnelle jetée dans la pièce pour qu'il se sente puissant pendant une nuit. Il était déposé, préparé, en marche. Il n'était pas venu discuter de la fin de notre mariage. Il était venu annoncer qu'il l'avait déjà quitté. Et Kayla Walker n'était plus une possibilité à ce moment-là. Elle était un placement. Il avait choisi une femme de 30 ans sa cadette et avait enveloppé cette décision autour de lui comme une preuve de quelque chose, non pas de l'amour. Certainement pas de courage. Preuve qu'il pouvait encore attirer l'attention. Preuve que des yeux plus jeunes pouvaient le lui refléter sans histoire attachée. Les hommes comme Warren ne quittent pas toujours pour la jeunesse parce que la jeunesse est meilleure. Ils quittent parce que la jeunesse n'a pas encore appris à quel point elle devrait être peu impressionnée. Les papiers reposaient sur la table basse entre nous ce soir-là, trop soigneusement alignés. Je me souviens de ce détail car il m'irritait plus que le langage juridique. Il les avait placés bien droits, coin contre coin, comme si l'ordre pouvait faire paraître adulte la laideur de ce qu'il faisait. La maison était silencieuse de cette étrange manière suspendue que les maisons adoptent lorsque quelque chose est déjà cassé et que les murs ne l'ont pas encore compris. « Je ne veux pas que cela traîne, dit-il. » J'ai failli rire, non pas parce que c'était drôle, mais parce que les hommes ne sont jamais plus attachés à la vitesse que lorsqu'ils se hâtent de dépasser leur propre honte. Il continua de parler, et plus il parlait, moins il semblait impressionnant. Il dit qu'il voulait la liberté. Il dit qu'il voulait l'honnêteté. Il dit qu'il avait passé trop d'années piégé dans des obligations qui ne correspondaient plus à la vie qu'il envisageait pour lui-même. Il avait une douceur qui aurait pu fonctionner sur des étrangers. C'était le problème avec Warren à ce moment-là. Il avait commencé à parler aux gens qui le connaissaient comme s'ils ne l'entendaient que pour la première fois. Je me levai et me dirigeai vers le buffet pour prendre de l'eau, non pas parce que j'en avais besoin, mais parce que je voulais l'entendre continuer une fois que je ne serais plus assise comme une femme recevant des instructions. Bien sûr, il le fit. J'ai besoin d'un partenaire qui corresponde à là où j'en suis maintenant, dit-il. Voilà. Pas le mariage, pas la moralité, mais le positionnement. Je me retournai pour le regarder, verre à la main, et pour la première fois ce soir-là, il parut brièvement incertain, non pas coupable, juste irrité par la possibilité qu'il n'ait pas contrôlé la pièce aussi pleinement qu'il le pensait. « Et où en êtes-vous exactement maintenant » demandai-je. Il expira par le nez, déjà fatigué de moi de la manière dont les hommes égoïstes se fatiguent de la personne qu'ils blessent activement. « Isidora, vous voyez ce que je veux dire ?»« Non, dis-je, j'aimerais vous entendre le dire clairement. » C'est alors qu'il fit ce que les hommes comme lui font toujours une fois que la vanité a complètement remplacé la décence. Il essaya de me faire expliquer ma propre humiliation pour lui. Il commença à parler d'énergie, de vitalité, de la façon dont la vie avait progressé tandis que notre mariage était devenu lourd. Puis il prononça le mot qui figea tout en moi, responsabilité, non pas fort, non pas d'un ton cruel. Cela aurait été plus facile à rejeter comme un coup de sang. Il le dit comme une conclusion, comme un homme résumant des chiffres après une longue révision. Tu es devenu une responsabilité pour la vie que je veux, dit-il. La pièce ne tourna pas. Ma main ne trembla pas. Je ne lui demandai pas s'il s'entendait lui-même. Les femmes gaspillent trop de dignité à demander aux hommes de traduire l'insulte qu'ils ont déjà clairement prononcée. Au lieu de cela, je posai le verre lentement. Puis je dis la seule chose qu'il méritait de moi ce soir-là. Tu n'as pas besoin de m'expliquer la jeunesse. Tu t'expliques déjà toi-même. Il cligna des yeux une seule fois. Ce n'était pas suffisant pour le blesser, mais c'était suffisant pour atterrir. Je le vis dans le léger pincement au coin de sa bouche. Il s'attendait à de la douleur, de la défensive, peut-être des larmes, afin de pouvoir se positionner contre elle et partir en se sentant persécuté au lieu d'exposer. Ce qu'il obtint fut de la clarté. Et la clarté laisse les hommes comme ça sans endroit confortable où se tenir. Pourtant, il continua, non pas parce qu'il avait plus de vérité à offrir, mais parce qu'il avait besoin de s'entendre encadré comme un homme choisissant la vie plutôt que de se couvrir de ridicule à la poursuite de la vanité. Il mentionna Kayla à nouveau, cette fois plus ouvertement, et je réalisai alors quelque chose qui rendait toute la scène presque pitoyable. Il était fier d'être désiré par quelqu'un d'assez jeune pour que l'âge semble négociable. C'était toute l'astuce. Il sortit cette nuit-là avec son sac, ses papiers, sa posture et la confiance fragile d'un homme qui pensait que la jeunesse visible l'avait fait paraître choisi. Tout ce que je pouvais voir, c'était un homme assez âgé pour savoir mieux, se couvrir de ridicule en temps réel.
Les enfants ne réagissent pas tous de la même manière quand un père décide que sa vanité est plus importante que son foyer. Le lendemain matin, la maison n'avait pas changé, mais l'air oui. La lampe penchait toujours légèrement à gauche car Warren avait promis de la réparer il y a des mois et ne l'avait jamais fait. Sa tasse à café était toujours dans l'évier. La chaise qu'il préférait était toujours inclinée juste assez pour suggérer sa présence. Tout semblait intact. C'était le problème. Quand les dégâts ne réorganisent pas la pièce, les gens n'ont nulle part où les placer clairement. Ma fille aînée arriva la première. Elle ne frappa pas. La porte s'ouvrit assez vite pour sonner comme la colère avant même qu'elle ne parle. Les clés toujours à la main, le souffle déjà irrégulier. Où est-il? Parti. Parti où? J'ai soutenu son regard. Exactement où il avait l'intention d'aller. Cela ne la calma pas. Cela alluma quelque chose. Elle laissa tomber son sac assez fort pour faire reculer la chaise de quelques centimètres et commença à faire les 100 pas. Une main appuyée contre son front comme si ses pensées allaient trop vite pour atterrir correctement. Ce n'est pas une réponse, lança-t-elle. Maman, où est-il? Je ne sais pas, dis-je. Ce fut la première chose qui la fit s'arrêter. Non pas parce qu'elle le croyait, mais parce qu'elle ne le croyait pas. Mon fils cadet arriva 10 minutes plus tard et fit le contraire. Pas de voix forte, pas de 100 pas. Il se tenait juste à l'intérieur de l'embrasure de la porte, les épaules serrées, les yeux balayant la pièce comme si quelque chose pouvait encore être là s'il cherchait assez longtemps. Assez longtemps. Il ne demanda pas où était son père. Il demanda, que s'est-il passé? Cette question s'installe différemment dans une pièce. Puis ma deuxième fille arriva, pleurant déjà, essuyant son visage comme si elle l'avait fait pendant tout le trajet et n'avait pas réussi à s'en sortir une seule fois. Et derrière elle, mon plus jeune, silencieux, rigide, le genre de silence qui appartient aux gens qui essaient de maintenir quelque chose ensemble assez longtemps pour le comprendre. 4 enfants, 4 réactions différentes. La maison s'adapta autour d'eux. Ma fille aînée se retourna d'abord contre moi, non pas parce qu'elle manquait d'amour, mais parce qu'elle en avait trop et nulle part où le placer proprement. « Pourquoi es-tu si calme ?» demanda-t-elle. Il part après 34 ans pour une femme assez jeune pour être sa fille, et tu es assise ici comme, elle s'arrêta, puis reprit, comme s'il avait annulé le dîner. Ma deuxième fille leva les yeux brusquement. Non. Elle l'interrompit, la voix brisée maintenant. Non, je suis sérieuse. Pourquoi n'es-tu pas en colère? Pourquoi ne fais-tu rien? Je fais quelque chose, dis-je. Quoi? Je réfléchis. Cela atterrit plus mal que si j'avais crié. Elle rit une fois, un rire sec et sans humour. Réfléchir? Il vient de quitter cette maison avec une valise et tu réfléchis? Mon plus jeune parla enfin, d'une voix basse mais tendue. As-tu même essayé de l'arrêter? La pièce changea. Ce fut la première question injuste. Je la laissai là. Oui, dis-je. Comment, ma fille aînée insista. Parce que ça n'a pas l'air que tu aies fait quoi que ce soit. Mon fils intervint alors, non pas bruyamment, mais fermement. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Elle se retourna contre lui. Tu ne l'as pas vue. Elle est juste assise là comme si rien ne s'était passé. Quelque chose s'est passé, dit-il. Tu ne le comprends juste pas encore. Alors explique-le, lança-t-elle. J'essaie, dit-il, sa propre voix montant. C'est alors que cela bascula. Des voix se chevauchant. Du mouvement. Ma deuxième fille pleurant plus fort. Maintenant mon plus jeune faisant les 100 pas une fois avant de s'arrêter. Ma fille aînée parlant par-dessus tout le monde comme si elle arrêtait de parler, elle pourrait devoir ressentir ce qui se passait au lieu de le combattre. Assez. Je n'ai pas élevé la voix, mais je n'en avais pas besoin. La pièce s'arrêta quand même, non pas parce que j'étais plus forte, mais parce que j'étais immobile. Je ne suis pas calme parce que rien ne s'est passé, dis-je. Je suis calme parce que je ne suis pas confuse quant à ce qui s'est passé. Cela les ralentit, ne les arrêta pas, les ralentit. Mon fils s'assit le premier, les coudes sur les genoux, le téléphone déjà à la main, comme si l'instinct l'avait poussé vers quelque chose de mesurable. Puis il fronça les sourcils. Non pas à moi, mais à l'écran. Il a déplacé de l'argent, dit-il.
La pièce redevint silencieuse, mais différemment cette fois. Ma fille aînée se tourna vers lui. Quoi? Il a changé les détails d'envoi sur 2 comptes le mois dernier, dit-il. Je l'ai vu quand une facture est arrivée. Il m'a dit de ne pas m'en inquiéter. Il leva les yeux vers moi. Et ce n'était pas aléatoire, n'est-ce pas? Je ne répondis pas. Je n'en avais pas besoin. Mon plus jeune se pencha en avant, la voix plus tendue maintenant. Attends, tu dis qu'il a planifié ça? Ma deuxième fille couvrit sa bouche. Ma fille aînée arrêta complètement de faire les 100 pas. C'était le changement. Il ne s'agissait plus de trahison. Il s'agissait d'intention. Combien de temps? Demanda ma fille aînée. Mais cette fois, la colère s'était amenuisée en autre chose. Depuis combien de temps savais-tu que quelque chose n'allait pas? Assez longtemps, dis-je. Sa mâchoire se serra. Et tu ne nous as rien dit. J'avais besoin d'être sûr de ce que je regardais avant de le confier à mes enfants. Cela atterrit plus lourdement que tout ce que j'avais dit parce que cela leur fit réaliser quelque chose d'inconfortable. J'avais su, pas tout, mais assez. Mon fils se pencha lentement en arrière maintenant, pensant différemment. Il ne s'agit pas seulement de son départ, dit-il. N'est-ce pas? Non, dis-je. Mon plus jeune regarda vers la fenêtre, la mâchoire se serrant alors que les pièces commençaient à se connecter d'une manière qui faisait plus mal que de ne pas savoir. Les pleurs de ma deuxième fille s'adoucirent comme si elle en avait honte maintenant. Et ma fille aînée s'assit enfin, non pas parce qu'elle avait fini, mais parce qu'elle comprenait qu'elle avait discuté avec la mauvaise version de la situation. Il pensait que partir était la pire chose qu'il avait faite. Il n'avait pas encore vu le reste. Je l'avais vu et je savais que ce qu'ils allaient comprendre ensuite changerait la façon dont ils se souviendraient de leur père pour toujours. J'ai souri parce que la panique l'aurait aidé plus que moi. C'est la partie que les gens ne comprennent pas quand ils parlent des femmes comme si nous étions soit brisées, soit courageuses, comme s'il n'y avait rien entre les deux. Il y a une troisième chose, la reconnaissance. Une reconnaissance froide, indésirable, clarifiante. Le genre qui arrive quand quelqu'un dit enfin à voix haute ce que son comportement a éplé pendant des mois et que toute votre douleur doit faire de la place à quelque chose de plus aiguisé que la douleur. Warren pensait que ce sourire signifiait que j'étais trop stupéfaite pour réagir correctement. Il pensait que c'était la politesse stupéfaite d'une femme dont la vie venait d'être déchirée devant elle et qui n'avait pas encore rattrapé les dégâts. Cette interprétation le réconfortait. Cela lui permettait de continuer à jouer son rôle de personne décisive, de personne plus libre, d'homme marchant audacieusement vers quelque chose de plus lumineux, tandis que sa femme restait assise là, essayant de ne pas s'effondrer. Il n'a jamais compris qu'au moment où ma bouche bougeait, quelque chose en moi s'était déjà figé. Pas mort, mais figé. La maison fut de nouveau silencieuse après le départ des enfants ce premier matin. Silencieuse d'une manière usée. Le chagrin l'avait déjà traversé une fois. Tiroirs claqués, yeux humides, voix élevées, questions difficiles. Ce qui restait, après tout, ce n'était pas la paix. C'était l'après-coup. Je me tenais seul dans la cuisine, mon téléphone dans une main et la tasse de café préférée de Warren toujours sur l'égouttoir. Et je me souviens d'avoir regardé cette stupide tasse et d'avoir pensé autant que les femmes passent à nettoyer autour des conforts ordinaires d'un homme sans remarquer le jour exact où il commence à traiter ces conforts comme une preuve de sa supériorité. Je ne l'ai pas jeté. Cela aurait été une émotion dépensée dans la mauvaise direction. Au lieu de cela, j'ai rouvert les registres du compte. C'est de là que venait vraiment mon sourire. Non pas de la force, non pas de la fierté, mais d'un schéma. Chaque chose laide que Warren avait faite ces derniers mois avait commencé à pencher vers une seule conclusion avant qu'il ne dise qu'il partait. Les virements d'argent, le ton changé, la femme plus jeune planant au bord de sa confiance, les papiers du divorce déjà imprimés avant qu'il ne parle, le sac emballé avant la confession. Rien de tout cela n'appartenait à la confusion. Cela appartenait à la séquence. Au moment où il se tenait devant moi s'attendant à des larmes, j'avais déjà commencé à comprendre qu'il ne m'avait pas simplement trahi. Il s'était organisé contre moi. C'est différent. La trahison peut encore supplier d'être expliquée. L'organisation ne le peut pas. J'ai transporté mon ordinateur portable dans la salle à manger et me suis assise là où la lumière du matin tombait le plus fort sur le bois. Cela rendait la poussière visible. Cela m'irritait. J'ai nettoyé un coin de la table avec le côté de ma main,
puis je me suis arrêté à mi-chemin du mouvement car j'ai réalisé que je faisais ce que les femmes font quand la vérité devient laide. Nous nous tournons vers une chose plus petite que nous pouvons contrôler. J'ai posé le tissu et me suis forcé à revenir à l'écran. Transaction par transaction, j'ai reconstruit sa confiance. Des voyages privés qui avaient semblé presque légitimes si vous ne les compariez pas aux dates où il prétendait être ailleurs. Des virements déguisés en correction de calendrier. Des remboursements sans reçu correspondant, des dépenses liées à l'image, au mouvement, à une autre vie se réchauffant discrètement à partir d'un foyer qu'il n'avait plus l'intention d'honorer. Je ne me suis pas précipité. Les détails exigeaient de la discipline, pas de l'indignation. À un moment donné, ma fille aînée a de nouveau appelé. « Maman » a-t-elle dit, la voix éraillée maintenant au lieu d'être en colère. « S'il te plaît, dis-moi que tu n'es pas juste assise seule. »« Je travaille, dis-je. » Un silence, puis plus doux. « Sur quoi ?»« La vérité. » Elle a laissé échapper un souffle qui semblait lui faire mal. « Je déteste que tu sois calme. »« Non, dis-je. » Tu détestes qu'il ait pensé que le calme signifiait la faiblesse. Elle n'a pas répondu tout de suite. Quand elle l'a fait, sa voix avait changé. De quoi as-tu besoin de moi? Cette question est restée avec moi après que j'ai raccroché. Non pas parce que j'avais déjà une réponse, mais parce qu'elle marquait le moment où mes enfants ont cessé d'attendre que je m'effondre et ont commencé à comprendre que j'étais debout à dessein. Ce sourire que Warren a vu sur mon visage n'était pas venu du pardon. Il était venu d'une décision privée que je n'avais pas entièrement nommée jusqu'à ce matin. Je n'allais pas le combattre publiquement tant qu'il croirait encore qu'il m'avait déjoué. Les combats publics rendent les hommes prudents. Cela les pousse à la discipline. Cela leur rappelle qu'ils peuvent encore avoir quelque chose à perdre. Je n'avais aucun intérêt à aider Warren à devenir prudent. Je le voulais exactement tel qu'il était devenu, lâche, trop confiant, sous-estimant, certain que la jeunesse visible et l'argent volé lui avaient déjà assuré la victoire. Alors je lui ai donné ce que les hommes arrogants prennent pour une reddition, de l'espace. Je l'ai laissé se promener en pensant qu'il avait défini l'histoire. Je l'ai laissé croire que mon calme appartenait au chagrin plutôt qu'à l'évaluation. Je l'ai laissé poursuivre sa nouvelle vie sans interruption, assez longtemps pour que toutes ses faiblesses continuent de parler. Le sourire n'avait duré qu'une seconde, peut-être moins, mais sa signification était plus grande que tout ce que j'aurais pu crier. Cela signifiait que je l'avais reconnu, non pas le mari que j'avais passé des années à préserver devant nos enfants, non pas l'homme que j'adoucissais dans mon propre esprit chaque fois que la décence et la vanité luttaient en lui. Et j'ai choisi d'appeler le résultat stress, fatigue, pression, tout sauf ce qu'il était. Non, j'avais finalement vu la forme assez clairement pour cesser de la traduire avec gentillesse. J'avais cessé d'essayer de sauver son image, même dans mon propre esprit. Je n'ai pas dit la vérité à mes enfants parce que je voulais des alliés. Je leur ai dit parce que le mensonge était finalement devenu trop coûteux pour continuer à le protéger. Ils sont revenus ce dimanche différemment, pas bruyants, pas pressés, ne posant pas de questions avant d'avoir enlevé leur manteau comme ils l'avaient fait 2 jours plus tôt. Cette fois, ils sont entrés dans la maison comme des gens qui entraient dans quelque chose de déjà brisé, attentifs à ne pas l'aggraver en bougeant trop vite à l'intérieur. Ma fille aînée est entrée la première, mais elle n'a pas parlé. Cela seul m'a tout dit. Mon fils a suivi, les yeux fatigués, le mouvement plus lent, comme si le sommeil avait cessé d'aider. Ma fille cadette n'a même pas essayé de cacher son visage cette fois, et mon plus jeune a fermé la porte doucement derrière eux, comme si le bruit lui-même était devenu quelque chose qui avait besoin de permission. J'avais déjà préparé du thé, non pas parce que le thé répare quoi que ce soit, mais parce que l'ordre donne à la vérité un endroit où atterrir. Ils se sont assis à la table de la salle à manger, la même table qui avait accueilli des anniversaires, des bulletins scolaires, des disputes, des excuses, et un après-midi calme il y a des années quand nous leur avions dit que leur grand-père était en train de mourir. Les familles reviennent toujours au même endroit quand quelque chose a besoin de témoins. Ma fille aînée m'a regardé en premier. Tu as dit qu'il y avait plus. Il y en a, dis-je. Personne n'a tendu la main vers une tasse. Cela m'en a dit assez. Pendant un instant, quelque chose de vieux a essayé de monter en moi. L'instinct d'adoucir ce qui venait, d'arrondir les angles, de livrer la vérité d'une manière qui ferait moins mal. Mais cet instinct appartient au problème plus petit. Ce n'était plus petit. Ce que je m'apprête à vous dire, dis-je, n'est pas nouveau. C'est seulement nouvellement pertinent. Mon fils fronça les sourcils.
Ma fille cadette se redressa légèrement. Ma fille aînée croisa les bras, non pas défensive, mais se préparant. L'argent que votre père et moi partagions, dis-je, n'a jamais été la pleine forme de ma sécurité. Silence, non pas un silence vide, le genre qui remplit avant de se briser. La famille de ma mère m'a laissé des structures héritées il y a des années, continuai-je. Des terres, des participations commerciales, des fiducies protégées, des propriétés génératrices de revenus qui n'ont jamais été intégrées à mon mariage. Ma fille cadette cligna des yeux. Séparément? Comment? Des entités séparées, dis-je, une gestion séparée, une protection juridique séparée. Et papa ne savait pas, demanda mon fils, plus sèchement maintenant. Il savait que j'étais stable. Je lui ai dit qu'il n'a jamais demandé sur quoi cette stabilité était bâtie. Ça n'a pas de sens, dit mon plus jeune immédiatement. Vous avez été marié pendant 34 ans. Les gens parlent d'argent. Ce n'est pas quelque chose que vous ne savez juste pas. Je le regardais. Les gens parlent de ce qu'ils sont assez curieux pour questionner, dis-je. Votre père ne l'était pas. Cela atterrit, mais ne s'ancra pas. Ma fille aînée se pencha en avant, sa voix plus tendue maintenant. Maman, de quoi parlons-nous? Je ne me suis pas précipité parce qu'une fois que vous dites un chiffre comme celui-là, vous ne pouvez pas le ramener à quelque chose de plus petit. Alors, je leur ai dit clairement. Pas d'introduction, pas d'adoucissement. Et pendant une seconde, rien ne s'est passé. Le réfrigérateur ronronna. Une voiture passa quelque part dehors dans la cour. L'éolienne bougea une fois, puis s'arrêta comme si elle avait reconsidéré de faire du bruit au milieu de ce moment. Mon plus jeune se pencha fortement en arrière dans sa chaise, une main couvrant sa bouche. Mon fils ne bougea pas du tout, juste me regarda comme s'il essayait de réorganiser chaque souvenir qu'il avait jamais eu de notre vie. Ma fille cadette secoua lentement la tête comme si le chiffre l'avait rejeté avant qu'elle ne puisse l'accepter. Ma fille aînée ne sia pas. Combien, demanda-t-elle à nouveau. Je le répétai. Cette fois, cela atterrit et tout changea. Non pas émotionnellement d'abord. Structurellement. Ce n'est pas réel, dit mon plus jeune à voix basse. Ce n'est pas non, non, ce n'est pas normal. Non, dis-je, ce ne l'est pas. Mon fils se pencha en avant, les coudes sur les genoux maintenant, la voix basse. Et il ne savait rien de tout ça? Non, c'est impossible, lança mon plus jeune plus fort maintenant. On ne reste pas marié à quelqu'un aussi longtemps sans savoir quelque chose comme ça. Ça n'arrive pas juste comme ça. Si, dis-je doucement. Quand un homme croit qu'il comprend déjà la pièce où il se trouve. Ce n'est pas, il s'arrêta, frustré, passant sa main dans ses cheveux. Ce n'est pas comme ça que les gens vivent. C'est comme ça que les femmes de ma famille ont survécu, dis-je. Cela le calma. Mais pas ma fille aînée. Alors tu l'as laissé le croire, dit-elle, sa voix se tend maintenant, l'émotion perçant le contrôle. Tu l'as laissé penser qu'il portait tout. Tu nous as laissé penser ça aussi. C'était là. Pas de colère contre lui, mais contre moi. Bien. Cela signifiait que c'était réel. J'ai laissé votre père croire ce qui le faisait se comporter de la manière qu'il choisissait de se comporter, dis-je. Et je vous ai laissé grandir dans une maison qui semblait stable au lieu d'une qui semblait calculée. Ce n'est pas la même chose, dit-elle. Non, acquiesçai-je. Ce n'est pas le cas. La pièce retint cela. Puis mon fils parla de nouveau, plus lentement cette fois. C'est pourquoi tu n'as jamais paniqué. Je le regardais. C'est pourquoi je n'ai jamais paniqué tôt. Mon plus jeune laissa échapper un souffle. Il t'a laissé penser que tu avais besoin de lui. Il est parti, dis-je, pensant qu'il comprenait la structure qu'il abandonnait. Les yeux de ma fille cadette se remplirent de nouveau, mais l'émotion avait changé. Moins de chagrin maintenant, plus de reconnaissance. Je pensais que tu l'acceptais juste, dit-elle doucement. Je sais. Ma fille aînée déglutit difficilement, sa voix se brisant d'une manière qu'elle ne s'était pas permise auparavant. J'ai dit ça. J'ai dit que tu ne te battais pas. J'ai soutenu son regard. Je me battais, dis-je. Je le faisais juste dans un langage qu'il ne savait pas entendre. C'est alors que cela s'est finalement installé. Pas le chiffre, mais la vérité.
Leur père n'avait pas seulement quitté un mariage. Il l'avait mal lu, mal jugé, réduit, et s'était éloigné de quelque chose qu'il n'avait jamais pleinement compris. Personne ne posait plus de questions sur le compte. Personne ne demandait combien il avait pris. Cette partie était devenue plus petite. Ce qu'ils essayaient de comprendre maintenant, ce qui importait réellement, était quelque chose de plus difficile à affronter. Combien de la vie qu'il pensait qu'il avait construite n'avait jamais vraiment été la sienne du tout. Il aimait appeler cela son entreprise. C'était l'un des rares mensonges qu'il racontait si souvent qu'il cessa de le reconnaître comme tel. Pas au début. Au début, Warren comprenait encore la différence entre désirer quelque chose et être capable de le conserver. Je me souviens clairement de ces premiers jours, non pas parce qu'ils étaient dramatiques, mais parce qu'ils étaient fragiles. Le genre de fragilité qui ne fait pas de bruit avant de se briser. Des papiers étalés sur la table de la salle à manger. Des chiffres écrits 2 fois parce que la première version n'avait pas de sens. Des appels pris dans le couloir, sa voix basse, non par stratégie, mais parce qu'il ne voulait pas que les enfants y entendent de l'incertitude. Il essayait. Cette partie, je ne la lui enlèverai jamais. Mais essayer n'est pas une structure. Et la structure est ce qui empêche l'effort de s'effondrer sous son propre poids. Mes enfants étaient assis en face de moi à cette même table, plus âgés, plus calmes, posant enfin la question que leur père n'avait jamais posée correctement. Je ne possédais pas secrètement son entreprise, dis-je. J'observais attentivement leur visage. Ils étaient prêts pour la vérité, mais pas pour quelque chose qui semblait commode. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Mon fils se pencha légèrement en avant, pensant déjà en avance sur moi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne répondis pas immédiatement. Au lieu de cela, je laissai mon esprit revenir à la première fois où j'avais compris à quel point Warren avait failli échouer avant même de réussir. Il était tard. La maison était silencieuse. Il était dans la cuisine, debout devant le comptoir, les 2 mains à plat, fixant quelque chose sur son téléphone comme si cela pouvait se réorganiser s'il le regardait assez longtemps. « Qu'est-ce que c'est » demandai-je. « Rien » dit-il trop vite. C'est ainsi que je savais que ce n'était pas rien. Je ne le pressai pas alors. Je n'en avais pas besoin. J'avais déjà appris que les hommes révèlent plus quand ils croient qu'ils contrôlent encore ce que vous savez. Le lendemain matin, j'ai passé un appel, non pas pour le réparer, mais pour comprendre le risque. Ce que j'ai appris était simple. Il était sur le point de perdre un contrat de fournisseur dont tout le reste dépendait. Non pas parce qu'il manquait de vision, mais parce qu'il manquait de garantie. Ils veulent de la sécurité, dis-je maintenant à mes enfants. Et ils ne l'avaient pas. Mon plus jeune fronça les sourcils. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'en ai arrangé une. La pièce se figea. Non pas de façon dramatique, juste assez. Par l'une des entités de détention de ma famille, dis-je, privée, limitée, structurée, de sorte qu'elle ne le touche jamais directement, mais assez forte pour que sur le papier, il ne ressemble plus à un risque. Mon fils expira lentement. Donc il pensait qu'il avait un soutien. Il pensait qu'il était en sécurité, dis-je. C'est tout ce qu'il a fallu. Le contrat a été maintenu, et Warren est entré dans la phase suivante de son entreprise, croyant qu'il avait franchi quelque chose par lui-même. Il n'a jamais demandé pourquoi cela avait changé. Il l'a accepté comme un élan. Ce fut la première fois. Ce ne fut pas la dernière. Il y a eu un trimestre, dis-je, où son plus gros client a retardé le paiement. Je me souviens de celui-ci différemment. Non pas à cause des chiffres, mais à cause de la façon dont il l'apportait. Il cessa de s'asseoir complètement sur les chaises, commença à se tenir plus debout, à se déplacer dans la maison comme si le repos était devenu quelque chose qu'il ne pouvait pas se permettre. Il n'arrêtait pas de dire que ça s'arrangerait, comme les hommes le font quand ils essaient d'insuffler de la stabilité à quelque chose qui est déjà en train de glisser. Cela ne s'est pas arrangé, pas tout seul. Ma fille cadette se pencha en avant. Alors, qu'as-tu fait? J'ai couvert le manque. Ils me regardèrent tous. Pas directement, ajoutai-je. Cela aurait tout exposé. Je me suis souvenu d'être assise dans ma voiture devant un bureau immobilier cet après-midi-là, moteur éteint, téléphone à la main, déplaçant des chiffres par des canaux qui avaient été construits bien avant que Warren n'entre dans ma vie. Ce n'était pas de la panique, c'était de la précision, une facilité à court terme, acheminer proprement,
chronométré exactement. C'est arrivé comme un soutien opérationnel, dis-je, et c'est parti une fois le paiement arrivé. Mon plus jeune secoua lentement la tête, donc il pensait qu'il avait réparé ça. Il pensait qu'il avait survécu, dis-je. J'ai laissé cela s'installer une seconde, puis j'ai ajouté, il a survécu. Il n'a juste pas compris à quel point il était proche de la rupture. C'était le schéma, non pas le sauvetage, mais la stabilisation. Je ne me suis jamais tenu à ses côtés pour annoncer ce que j'avais fait, je ne me suis jamais positionné comme la raison pour laquelle quoi que ce soit fonctionnait. Cela aurait changé sa façon de bouger, et j'avais besoin de voir comment il bougeait sans correction. Les présentations sont venues plus tard, dis-je. Cette partie m'a toujours amusé discrètement. Warren rentrait souvent en parlant des gens qu'il avait rencontrés, des hommes influents, ayant accès, ayant une portée, et il parlait de ces rencontres comme si elles s'étaient produites naturellement, comme s'il était simplement arrivé dans les bonnes pièces au bon moment. Ce qu'il n'a jamais vu, ce sont les conversations qui ont eu lieu avant qu'il n'entre, les appels passés sans son nom attaché, le genre de préoccupations traitées avant qu'elles ne deviennent des objections. L'alignement silencieux qui le rendait plus facile à faire confiance avant même qu'il n'ouvre la bouche. Ma fille aînée se pencha lentement en arrière. Donc, chaque fois que quelque chose fonctionnait, c'était déjà rendu supportable, dis-je. La pièce bougea, non pas bruyamment, mais définitivement. Mon fils parla de nouveau, plus doucement maintenant. Il savait que tu aidais. Il savait que j'étais présente. Je lui ai dit qu'il savait que les choses fonctionnaient. Il savait que les portes s'ouvraient, mais il n'a jamais poussé la question jusqu'au bout parce qu'il ne voulait pas. Ma fille aînée dit. Je la regardais. Au début, il était reconnaissant. Puis il fut soulagé. Après cela, il s'habitua. Et c'est là que ça change. Parce qu'une fois qu'un homme s'habitue à un soutien invisible, il cesse de le reconnaître comme un soutien du tout. Il commence à l'appeler lui-même. L'entreprise a grandi. Je lui ai dit qu'il travaillait. Il prenait des décisions. Il prenait des risques. Je n'effacerai jamais cela juste parce qu'il a échoué plus tard. C'était important car la vérité, si elle doit tenir, doit être complète. Mais la croissance sans effondrement, continuai-je, est rarement accidentelle. La voix de ma fille cadette s'adoucit. Alors tu le soutenais. Non, dis-je, je soutins son regard. La structure l'était. Cette différence comptait plus que tout ce que je leur avais dit. Une distance légale, un soutien protégé, des instruments discrets qui absorbaient le mauvais timing avant qu'il ne devienne un échec visible, des limites assez fortes pour que rien de tout cela ne devienne jamais sa propriété. Mon fils hocha lentement la tête. Donc quand il dit qu'il l'a construit à partir de rien, il a simplifié, dis-je, et puis il l'a cru, ajouta-t-il. Oui. Je me suis souvenu de la façon dont il se tenait dans les pièces plus tard, parlant avec la pleine confiance d'un homme qui pensait avoir survécu seul à chaque étape de son propre succès. C'est ce qui le rendait dangereux. Non pas parce qu'il n'avait rien construit, mais parce qu'il avait construit assez pour commencer à se vénérer tout en oubliant ce qui avait maintenu le sol stable sous lui. Au moment où mes enfants eurent fini de comprendre ce que je leur disais, quelque chose avait de nouveau changé dans la pièce. Leur père n'était plus seulement égoïste. Il était exposé. Un homme qui avait pris le soutien pour de la force, un homme qui s'était tenu sur des fondations qu'il n'avait jamais examinées et les avait appelées siennes. Je n'ai pas détruit son entreprise. J'ai simplement cessé de la protéger des conséquences de sa propre arrogance. Cette distinction m'importait. Les femmes comme moi sont accusées de vengeance dès qu'un homme commence à s'étouffer sous le poids qu'il nous a jadis fait porter. Mais je n'ai pas fait irruption dans les conseils d'administration. Je n'ai pas passé d'appels dramatiques. Je n'ai menacé personne pendant un déjeuner ni divulgué d'informations à des gens qui auraient apprécié le spectacle. Au moment où Warren m'a quitté, le spectacle l'aurait aidé. Une guerre publique lui aurait donné quelque chose de masculin à combattre. Une version de moi qu'il aurait pu qualifier d'amère pendant qu'il jouait l'homme incompris reconstruisant sa vie. Je ne lui ai fait aucun tel cadeau. Ce que j'ai fait à la place était plus silencieux. J'ai retiré ma main. Le premier changement fut invisible pour quiconque ne comprenait pas combien de choses dans la vie ne survivent que parce que quelqu'un de patient lisse les frictions avant qu'elles ne s'enflamment. Un renouvellement ne bougea pas aussi vite qu'avant. Une introduction que j'aurais pu renforcer resta là où elle était, non renforcée.
Un problème de timing resta un problème de timing au lieu d'être discrètement adouci par les canaux que j'avais passé des années à maintenir actifs. Rien de faux ne se produisit. Rien d'illégal, rien de cruel. Les choses furent simplement autorisées à se comporter selon leur force réelle. Et la force réelle de Warren, dépouillée de toute stabilisation cachée, était bien plus ordinaire qu'il ne s'était appris à le croire. Des mois passèrent. Cela comptait aussi. L'effondrement est rarement crédible quand il arrive trop vite. La véritable conséquence arrive d'abord par des inconvénients empilés. Par des appels téléphoniques non renvoyés avec la même chaleur, par des délais qui s'arrêtent. Par des fournisseurs dont la politesse s'amenuise parce que personne derrière le rideau n'aide votre nom à conserver son poids. Warren avait passé des années dans une dynamique protégée. Une fois que cette protection commença à se retirer, le rythme de sa confiance changea avant que la structure de sa vie ne le fasse visiblement. Je l'entendis dans sa voix bien avant que quiconque ne le nomme. Nous avions encore des contacts limités alors parce que le divorce a des os administratifs. Aucune quantité de dégoût privé ne peut l'éviter entièrement. Lors des quelques appels qui comptaient, son ton était passé d'une grande certitude à quelque chose de plus aiguisé, plus défensif. Il parlait trop vite, se coupait la parole à des endroits étranges. Une fois, en discutant d'une signature de routine nécessaire pour une affaire partagée liée aux enfants, il murmura à moitié pour lui-même, « Tout le monde joue soudainement au plus dur. » Je ne dis rien. Cette phrase me resta car elle révéla toute la faiblesse d'un coup. Pour Warren, la réalité elle-même avait commencé à paraître agressive simplement parce qu'elle n'arrivait plus amortie. Mon fils le remarqua ensuite. Il travaillait encore dans une division de l'entreprise alors, non pas par népotisme au sens vulgaire, mais parce qu'il était qualifié, et parce que les entreprises familiales, même celles qui font semblant de ne pas l'être, finissent toujours par mêler le sang et le travail. Il passa un soir après le travail et se tint dans ma cuisine, tenant une bouteille d'eau minérale qu'il n'ouvrit jamais. « Quelque chose ne va pas, dit-il. » Je ne répondis pas immédiatement. « Financièrement, demandai-je. » Il fronça les sourcils. Opérationnellement d'abord, de petites choses, des retards, des tensions, des gens qui agissent comme s'ils attendaient des approbations qui ne prenaient jamais autant de temps avant. Je rinçai une assiette que j'avais déjà nettoyée juste pour occuper mes mains. « Ton père dit-il quelque chose ?» Il agit comme si c'était temporaire. Mon fils hésita, mais il commence à avoir l'air agacé par les questions normales. Cela me fit presque sourire. Non pas parce que mon enfant était sous tension, jamais ça, mais parce que l'agacement est souvent la première émotion honnête. L'arrogance ressent quand le soutien cesse de se déguiser en ordre naturel. Je n'ai pas dit à mon fils ce que j'avais ou n'avais pas retiré. Ce n'était pas son fardeau. Mais j'ai écouté attentivement et au cours des semaines suivantes, une forme plus claire s'est dessinée. Les conditions de crédit se sont resserrées. Une relation avec un fournisseur s'est refroidie. Une obligation en retard a créé une pression sur une autre. Rien d'assez singulier pour ressembler à un désastre. Tout d'assez cumulatif pour altérer le sommeil d'un homme. Warren lui-même commença à avoir l'air différent en public. Pas ruiné. Pas encore. Juste poursuivi. Son costume lui allait toujours. Sa montre brillait toujours. Kayla Walker était toujours à ses côtés, assez souvent pour l'aider à prétendre que la vie qu'il avait choisie était glamour au lieu d'être affamée. Mais il y avait une tension maintenant sous le poli de surface, le genre que l'on ne voit que lorsque l'on a aimé un homme assez longtemps pour mémoriser la différence entre le contrôle et la compression. Il avait commencé à vivre plus près de la véritable limite de ce qu'il avait construit, et il détestait ça. C'était la partie qu'il n'aurait jamais admise. Non pas que l'argent se resserrait, non pas que les délais glissaient, non pas même que l'entreprise était devenue plus fragile que sa fierté ne pouvait le tolérer. Ce qu'il détestait, c'était l'insulte de se sentir ordinaire dans une vie qu'il en était venu à considérer comme la preuve de sa nature exceptionnelle. Je n'ai pas attaqué cette faiblesse. Je l'ai laissé respirer. Pour la première fois depuis des années, il se tenait sous le vrai poids de ce qu'il avait construit sans que je ne porte rien de tout cela. Une femme qui entre par la vanité confond généralement l'accès avec le contrôle. Ce n'est pas de la cruauté. C'est un schéma. Au moment où Kayla Walker s'est pleinement installée dans la vie de Warren, elle ne se tenait plus au bord de son ego, souriant poliment dans des pièces qu'elle n'avait pas méritées. Elle s'était fondue dans le rythme de ses journées. Voyages, dîners, planning, les espaces discrets où les décisions sont prises avant même d'être visibles.
Et Warren l'a laissé entrer comme les hommes le font quand ils essaient de se prouver quelque chose, pas tout d'un coup. Cela aurait exigé de l'honnêteté. Cela s'est produit progressivement par commodité déguisée en confiance. Un voyage qu'elle a aidé à coordonner parce que c'était plus facile. Un dîner auquel elle a participé parce que quelqu'un a annulé à la dernière minute. Une conversation pour laquelle elle est restée parce qu'elle comprenait le ton de la pièce. De petites permissions, chacune trop mineure pour être remise en question seule. Mais ensemble, elles ont construit une présence. Et une présence, une fois répétée, commence à ressembler à de l'appartenance. J'ai vu le changement la première fois que je les ai observés à distance. C'était après un événement. Rien de spécial à retenir en soi. Les gens partaient en groupe, les conversations se transformant en adieux. Et Warren se tenait à côté d'elle, ne parlant pas, juste tourné vers elle. Pas vers la pièce, pas vers les gens qui avaient encore besoin de lui, mais vers elle. Elle a ri de quelque chose qu'il a dit, la tête légèrement inclinée, et je l'ai vu se redresser. Non pas consciemment, non pas pour l'affichage, mais comme un homme le fait quand il se voit reflété dans une version qu'il préfère. C'est alors que je l'ai compris clairement. Il ne mesurait plus sa vie par ce qui tenait. Il la mesurait par son apparence. Ma plus jeune fille l'a mieux dit que moi. Nous étions dans ma cuisine un après-midi, l'air immobile. Le genre de calme qui vient quand les gens parlent prudemment autour de quelque chose qu'ils comprennent déjà. Elle a l'air chère, dit-elle. Pas de perturbation matérielle. Je l'ai regardée alors parce qu'elle l'avait nommée sans avoir besoin de temps pour l'adoucir. Il y a des femmes qui coûtent de l'argent à un homme et il y a des femmes qui lui coûtent de la discipline. Le deuxième type fait plus de dégâts. Kayla n'est pas arrivée comme un problème. Elle est arrivée comme une amélioration. C'était le danger. Un meilleur hôtel parce qu'elle le préférait. Un séjour plus long parce que cela avait du sens pour maximiser le voyage. Un dîner amélioré parce que la salle avait besoin de présence. Rien de dramatique, rien d'assez imprudent pour alarmer qui que ce soit en isolation, juste légèrement plus lâche, légèrement décalé. Je l'ai vu d'abord dans les détails. Une réservation prolongée d'un jour sans raison opérationnelle. Un fournisseur discrètement remplacé parce qu'il ne correspondait plus à l'image. Une réunion qui aurait dû rester serrée, se transformant en une soirée mondaine qui produisait des conversations, mais pas d'accord. Une décision à la fois. Rien qui puisse être désigné comme un échec, mais suffisamment pour changer le ton. Et le ton en affaires est là où la discipline réside. Warren commença à la défendre avant même que quiconque ne la conteste ouvertement. Elle comprend la présentation. Elle a de l'instinct. Vous êtes tous trop rigides. Il le dit légèrement au début, puis plus fermement. Puis avec cette familiarité que les hommes adoptent lorsqu'ils ont déjà choisi une position et la protègent maintenant de la réalité. C'est alors que je sus qu'elle était passée de la présence à l'influence. Mon fils le sentit de l'intérieur avant qu'il ne prononce son nom. Il passa un soir, encore dans ses vêtements de travail, sa posture tendue d'une manière qui me dit que l'irritation s'était déjà installée en quelque chose de plus lourd. Il laisse entrer les mauvaises choses dans des pièces qui étaient autrefois restreintes, dit-il. Je me séchai lentement les mains. Ce qui signifie que les décisions sont prises parce qu'elles semblent justes, non pas parce qu'elles tiennent. J'ai hoché la tête une fois. C'était suffisant. Parce que je savais ce qu'il disait réellement. La discipline avait commencé à négocier avec le confort, et le confort était en train de gagner. Kayla ne lui a pas volé. Elle a fait quelque chose de plus crédible. Elle a fait en sorte que la négligence paraisse moderne. Elle a fait en sorte que l'informalité paraisse une croissance. Elle a fait en sorte que l'accès paraisse une confiance. Et Warren, déjà investi dans la preuve que me quitter avait élevé sa vie au lieu de la déprécier, l'a autorisée, l'a encouragée, l'a protégée. Il lui a donné de l'espace là où la structure aurait dû rester ferme. Lui a donné de la présence là où elle n'avait aucune responsabilité. Lui a donné de l'influence là où elle n'avait aucune responsabilité, non pas parce qu'elle l'exigeait, mais parce que la lui refuser aurait signifié se remettre en question, et à ce moment-là, il ne pouvait pas se le permettre. Ainsi l'entreprise s'est adaptée autour d'elle. Les coûts ont augmenté, non pas fortement, mais régulièrement. Les délais se sont assouplis. Les normes se sont adoucies. Les gens ont hésité là où ils agissaient auparavant.
Les décisions se sont étirées juste assez longtemps pour manquer le moment où elles devaient atterrir. Rien ne s'est effondré. Pas encore. Mais tout est devenu légèrement plus difficile à maintenir. C'est ainsi que les structures faibles s'exposent. Non pas par un échec dramatique, mais par de nombreuses petites concessions que personne ne veut corriger parce que la mauvaise personne est devenue émotionnellement coûteuse à décevoir. Au moment où Warren a commencé à ressentir la tension, il ne savait plus d'où elle venait. C'est une autre cruauté de l'ego. Quand la discipline s'en va lentement, elle n'annonce jamais sa sortie. Elle cesse simplement d'apparaître là où elle avait l'habitude. Et tout ce qui en dépend commence à supporter plus de poids qu'il n'était conçu pour. Kayla ne l'a pas ruinée. Elle n'en avait pas besoin. Elle est devenue l'environnement dans lequel ses pires instincts se sentaient en sécurité. Et une fois qu'un homme se sent en sécurité en étant négligent, il cesse de reconnaître le coût de cela jusqu'à ce que cela arrive d'un coup, prenant une forme avec laquelle il ne peut plus négocier. Au moment où Warren a compris ce qu'elle lui coûtait, ce n'était plus une question de préférence. C'était déjà un schéma. 2 ans, c'est assez de temps pour que la vérité cesse de ressembler à un drame et commence à ressembler à un schéma. À ce moment-là, personne n'appelait plus ce qui s'était passé entre Warren et moi une phase. Personne ne l'adoucit en romance. Personne ne disait qu'il avait suivi son cœur avec ce ton calme et indulgent que les gens utilisent quand ils veulent que l'égoïsme sonne poétique. Le temps avait fait ce que le temps fait toujours à la vanité. Il lui avait retiré son éclairage. Ce qui semblait audacieux de loin ressemblait maintenant exactement à ce que c'était. Un homme qui avait échangé la discipline contre l'appétit et s'attendait à ce que l'admiration survive à l'échange. L'entreprise ne s'est pas effondrée d'un coup. Cela aurait été plus facile, plus propre, quelque chose que les gens auraient pu montrer du doigt en disant « c'est là que ça a mal tourné ». Au lieu de cela, elle a décliné comme déclinent les choses réelles. Discrètement, par la tension, par le mauvais timing, par des décisions qui ont presque fonctionné jusqu'à ce qu'elles ne fonctionnent plus. Les délais ont commencé à se chevaucher. Pas de façon spectaculaire, juste assez pour créer des frictions. Les fournisseurs qui accordaient autrefois des faveurs ont commencé à poser des questions plus tôt que d'habitude. Les emails ont perdu de leur chaleur. Les appels n'ont plus été renvoyés avec urgence. Son nom ouvrait encore des portes, mais il ne réchauffait plus la pièce. Il y a une sorte d'humiliation particulière à ce stade où les gens vous reconnaissent encore mais ne vous font plus confiance. Warren détestait ce stade. Je sais qu'il le détestait parce qu'il a commencé à s'habiller plus durement. De meilleurs costumes, des montres plus voyantes, des entrées plus incisives, les vieilles ruses que les hommes utilisent lorsque la réalité commence à argumenter avec l'apparence. Mais la confiance coûte cher à maintenir lorsque les chiffres sous-jacents diminuent. Et à ce moment-là, tout dans sa vie avait commencé à puiser dans la même source d'affaiblissement. La dette est venue ensuite. Pas un effondrement dramatique. Des couches. L'obligation s'accumulant contre l'attente. La trésorerie se resserrant juste assez pour exiger des ajustements temporaires. Des ajustements qui ne se sont jamais vraiment inversés. Des dépenses qui ne diminuaient pas assez vite pour correspondre à la pression. Le genre de dette que les hommes comme Warren croient toujours pouvoir dépasser pendant 6 mois de plus. Parce que la fierté déteste s'ajuster plus vite que la conséquence. Kayla est restée plus longtemps que les gens plus avisés ne s'y attendaient. C'était important car cela rendait tout plus crédible. Les opportunistes ne fuient pas toujours au premier signe de fumée. Parfois, ils restent juste assez longtemps pour prendre ce qu'il reste de chaleur. À ce moment-là, elle n'était plus seulement socialement coûteuse. Elle était devenue structurellement coûteuse. Son accès s'était élargi. Non pas parce qu'elle l'avait mérité, mais parce que Warren ne pouvait plus se permettre émotionnellement d'admettre que la femme qu'il avait choisie pour justifier ses décisions n'était peut-être pas un atout du tout. Alors il s'est adapté autour d'elle, a protégé son confort, a défendu sa présence, a fait de la place là où il aurait dû restaurer les limites, et chaque ajustement lui a coûté quelque chose. De l'argent, de la discipline, de la crédibilité. Au moment où il a ressenti le poids de cela, il avait déjà trop investi dans l'image pour s'en retirer proprement. C'est là que les dégâts se sont propagés vers l'extérieur. Mon fils l'a ressenti le premier, non pas comme un potin, mais comme une conséquence. Le jour où il est venu me voir, il n'a pas frappé. Il a ouvert la porte lentement, est entré et est resté là une seconde comme s'il n'était pas sûr de savoir s'il rendait visite à sa mère ou s'il rapportait quelque chose qu'il ne voulait pas dire à voix haute.
Il m'a laissé partir, dit-il. Pas en colère, pas bruyamment, juste définitif. J'ai reculé pour le laisser entrer. Assieds-toi, dis-je. Il ne l'a pas fait. Il est resté debout comme si s'asseoir rendrait cela réel d'une manière qu'il n'était pas encore prêt à supporter. Il a dit que c'était opérationnel, ajouta-t-il. L'était-ce, demandai-je. Il laissa échapper un bref souffle qui faillit devenir un rire, puis non. En partie, dit-il, ce qui rend les choses pires. Cette phrase resta dans la pièce car elle me dit tout. Il l'expliqua comme les hommes expliquent les choses quand ils essaient de rester justes, même en étant lésés. La division était en cours de restructuration. Les ressources se resserraient. La direction se réalignait. Mais sous tout ce langage se cachait quelque chose de plus simple. Warren avait atteint le point où la loyauté n'était plus mesurée par la compétence. Elle était mesurée par l'utilité, et mon fils n'était plus utile à la version de la réalité que Warren essayait encore de jouer. « Tu penses que c'était parce que tu es mon fils ?» demandai-je. Il me regarda longuement, non pas confus, non pas incertain, juste déçu d'une manière qui s'était déjà installée. « Je pense, dit-il lentement. C'est parce que je me souviens de ce qu'il était avant de commencer à prétendre que c'était normal. Cela atterrit plus profondément que toute autre chose, dit-il, parce que cela signifiait que la vérité n'était plus privée. Elle était visible. En dehors de l'entreprise, le changement avait déjà commencé aussi. Les gens ne parlaient plus de Warren de la même manière, pas directement. Cela aurait exigé une confrontation. Ils faisaient quelque chose de plus silencieux. Ils adoucissaient leur ton lorsque son nom était mentionné, écourtaient les conversations, changeaient de sujet plus rapidement que nécessaire. Cette distance polie que les gens utilisent lorsque l'admiration est devenue trop chère à soutenir. Il n'était plus l'homme vers qui les gens se penchaient. Il était l'homme qu'ils contournaient. Et quelque part au milieu de tout cela, autre chose commença à changer. Kayla cessa d'apparaître aussi souvent, non pas soudainement, non pas d'une manière qui faisait une déclaration, juste moins. Moins d'événements, moins de mentions, moins de moments où sa présence avait besoin d'être expliquée. Je ne posais pas de questions à ce sujet. Je n'en avais pas besoin. Les gens qui s'accrochent à l'élan restent rarement quand ils se transforment en poids. Et Warren devenait lourd. 2 ans plus tôt, il était sorti de ma maison comme un homme choisissant une meilleure vie, certain, impassible, convaincu. 2 ans plus tard, il se tenait au milieu de quelque chose qu'il ne pouvait plus contrôler. L'entreprise était tendue, l'argent se resserrait, les gens bougeaient, l'histoire ne tenait plus. Et pour la première fois, l'homme qui était parti comme un vainqueur, commençait à ressembler à quelqu'un qui avait fait une erreur qu'il ne pouvait pas défaire. Il ne l'avait juste pas encore dit. Il n'est pas revenu parce qu'il m'aimait. Il est revenu parce qu'il avait finalement vu qui j'étais vraiment. C'est une raison bien plus laide. Le premier signe ne furent pas les fleurs. Les hommes comme Warren commencent toujours par quelque chose d'assez doux pour se sentir noble si cela est rejeté. Un bouquet arriva à la maison un jeudi matin. Des lys blancs et des roses pâles arrangés avec le genre de goût soigné que les hommes empruntent aux fleuristes quand ils veulent que le regret ait l'air cher. Je l'ai laissé sur la table du hall d'entrée jusqu'à ce que l'eau commence à devenir trouble, puis les filles jetaient sans couper le ruban. Après cela vint le message. Il était trop long pour être spontané et trop mesuré pour être sincère. Réflexion, perspective, temps, regret. Il écrivait comme un homme essayant de revenir en arrière dans une vie qu'il avait déjà brûlée, espérant ne pas sentir la fumée en atteignant la porte. Il n'y avait aucune mention directe de la femme, aucune mention directe de l'argent. Les hommes comme Warren évitent toujours les noms communs qui rendraient leurs excuses contestables. Je ne répondis pas. Une semaine plus tard, il appela d'un numéro que je connaissais encore par cœur, bien qu'à ce moment-là, la mémoire elle-même ait changé de forme en moi. Je le laissai sonner 1 fois, 2 fois, 3 fois. Puis je décrochai, non pas parce qu'il méritait l'accès, mais parce que je voulais entendre ce à quoi le désespoir ressemblait une fois que la fierté devait s'habiller d'excuses. Isidora, dit-il, et la douceur dans sa voix était si délibérée qu'elle m'insulta presque plus que l'affaire. Je ne dis rien. Je sais que j'ai mal géré les choses. Cette phrase resta suspendue entre nous, pathétique par sa taille. Mal gérer les choses. Comme si 34 ans, une femme plus jeune, un compte joint vidé, une famille humiliée et une entreprise en déclin n'étaient qu'une mauvaise expérience de service client. Vous semblez y survivre, dis-je.
Il expira comme s'il avait espéré un terrain plus doux. J'étais sous pression. Il y a toujours de la pression. Ce n'est pas juste. Cela me fit presque rire. Juste. Quand les hommes égoïstes sont à court de domination, ils se tournent vers la justice comme si elle les avait patiemment attendus depuis toujours. Il changea rapidement de tactique après cela. Moins d'excuses, plus de nostalgie. Il mentionna les enfants, la maison, les années partagées. Il prononça mon nom avec ce ton grave et familier qu'il utilisait autrefois quand il voulait que l'histoire elle-même fasse le travail que son caractère ne pouvait plus faire. Il voulait que je me souvienne du mariage comme d'un abri plutôt que d'une séquence. Il voulait que je le rencontre dans la version plus ancienne de lui-même avant que je n'aie la chance de répondre à la version actuelle. Je ne le fis pas. Quand il fut clair que la mémoire n'ouvrirait pas la porte, il essaya la porte elle-même. Il vint à la maison un après-midi sans prévenir. Je le vis d'abord par la fenêtre avant, debout au pied des marches, les épaules arrondies d'une manière que je n'avais jamais vue chez lui, quand il croyait encore que la vie lui devait de l'admiration. Il avait l'air plus âgé, non pas tragique, juste amenuisé par les conséquences. Son costume était bon, mais pas récent. Ses chaussures étaient polies trop brillamment, comme le font les gens quand ils veulent que le reste du déclin ne se voie pas en premier. J'ouvris la porte à moitié seulement. Je ne l'invitai pas à entrer. Pendant un instant, il resta là, regardant au-delà de moi, comme si une version antérieure de la maison l'attendait encore pour coopérer avec lui. Mais la maison était différente maintenant, non pas parce que j'avais changé les meubles, mais parce que son absence ne s'y installait plus comme une blessure. C'était devenu un fait. Les pièces changent une fois qu'une femme cesse d'attendre des pas qui n'appartiennent plus à sa paix. J'ai fait des erreurs, dit-il. Oui, répondis-je. Je veux avoir la chance de les réparer. Avec qui? Cela fit mouche. Il se décala puis dit, avec ma famille. Tu en avais une. Son visage changea alors. Non pas blessé, pas vraiment. Irrité. Ce fut la première expression honnête qu'il me montra depuis son retour car la version de moi dont il avait besoin pour ses retrouvailles était gracieuse et je refusais de la jouer. Puis il fit l'erreur qui me dit tout. Il regarda par-dessus mon épaule, non pas moi, mais la maison, et dit trop nonchalamment, vous avez bien fait. C'était une petite phrase, plus petite que l'affaire, plus petite que le divorce, plus petite que le vol. Mais je sentis quelque chose de froid s'installer au moment où il la prononça. Parce que ce ton n'était pas du regret. C'était une évaluation. Il n'était pas revenu simplement parce que la vie avec la femme plus jeune était devenue coûteuse et humiliante. Il était revenu parce que quelque part dans l'effondrement de sa propre vie, quelqu'un avait finalement expliqué la forme de la mienne. Peut-être un avocat, peut-être un comptable, peut-être une langue indiscrète dans la mauvaise pièce. Quoi qu'il en soit, il avait finalement appris assez pour comprendre ce qu'il avait abandonné. Non pas émotionnellement, mais financièrement. C'était la véritable obscénité de cela. Toutes ces années de mariage. Et la chose qui l'a finalement fait revenir n'était pas l'amour, pas la loyauté, pas les enfants, pas le souvenir de la vie que nous avions construite. C'était la valeur. Il avait finalement vu qui j'étais vraiment. Et au lieu de ressentir de la honte, il s'est senti trompé. Je le regardai longuement alors, et pour la première fois depuis son départ, je le vis sans aucune tendresse résiduelle, brouillant les contours. Il n'était pas revenu pour réparer. Il était revenu pour recalculer. Adieu, Warren, dis-je. Je fermai la porte avant qu'il ne puisse répondre. Quelques jours plus tard, la douceur disparut complètement. Mon avocat appela d'abord, puis envoya le dossier. Warren ne cherchait plus la réconciliation. Il alléguait la dissimulation, les actifs cachés, la fausse déclaration conjugale, l'omission frauduleuse. Il essayait de recadrer ma vie privée comme une tromperie, mon héritage protégé comme un préjudice qui lui était fait. Le dossier était suffisamment laid en apparence, mais ce qui le rendait presque à couper le souffle était la séquence. Il revint doucement quand il pensa que l'émotion pourrait ouvrir une porte. Quand ce ne fut pas le cas, il se tourna vers la loi. Non pas parce qu'il avait découvert une blessure morale, mais parce qu'il avait finalement compris ma valeur et ne pouvait pas se pardonner d'être parti avant de l'avoir correctement évaluée. Je lis le dossier à mon bureau sans élever la voix une seule fois. Le langage était poli, cher et lâche à la fois. Il voulait que le tribunal regarde ce que je n'avais jamais volontairement révélé et ignore ce qu'il avait déjà fait à la vue de tous.
Il voulait que l'omission compte plus que le vol, la fierté plus que le papier, la découverte plus que la conduite. Mon avocat m'observa attentivement quand j'eus fini. « Comment souhaiteriez-vous répondre » demanda-t-elle. Calmement, pensai-je. Finalement, je dis, précisément. Alors, nous déposâmes ce que la vérité exigeait. Non pas la vengeance, non pas le théâtre, mais la documentation, la chronologie du compte joint, les retraits mis en scène, les fonds du ménage réacheminés, la trace des dépenses liées à son départ, l'utilisation abusive des actifs partagés pendant la désintégration du mariage. La faute financière exposée sans drame, ce qui est toujours la manière la plus humiliante d'exposer un homme qui s'attend à ce qu'une femme arrive au tribunal l'air émotive et instable. Et puis vint la partie qu'il n'avait pas anticipée. Une fois que son dossier eut suffisamment ouvert l'historique financier, son propre avocat dut demander des divulgations qu'il avait clairement espéré m'effrayer. Au lieu de cela, les dossiers confirmèrent ce que sa vanité n'avait que récemment commencé à soupçonner. Les structures étaient réelles, anciennes, légalement protégées et jamais les siennes. Ni moralement, ni opérationnellement, ni sur le papier. Il avait quitté un mariage en pensant qu'il se débarrassait d'un poids. Maintenant, il fixait des documents prouvant qu'il avait abandonné une femme dont la stabilité avait été plus grande que son imagination et l'avait fait en volant dans la seule cagnotte d'argent pour laquelle il pouvait réellement être jugé. C'est à ce moment-là que, m'a-t-on dit, il a finalement compris. Pas quand il a envoyé des fleurs. Pas quand il a appelé. Pas même quand je lui ai fermé la porte au nez. Quand les papiers sont revenus. Quand les chiffres ont séparé son fantasme de ma réalité. Quand il a vu en langage juridique trop sec pour être contesté exactement qui j'avais été depuis le début et exactement à quel point il s'était comporté en réponse à cela, Warren a essayé de me faire passer en jugement pour ce que je ne lui avais jamais dit. Ce qu'il a obtenu à la place, c'est un registre de tout ce qu'il a pris sans demander. Il est revenu suppliant. Pas métaphoriquement, pas de la jolie manière adoucie dont les gens décrivent le regret après qu'assez de temps se soit écoulé pour que cela paraisse noble. Warren est revenu de la manière dont les hommes le font lorsque la réalité les a finalement réduits à la taille de leur caractère, et qu'ils découvrent qu'il y avait moins là qu'ils n'avaient vécu. À ce moment-là, l'affaire avait suffisamment avancé pour que l'attitude perde de son éclat. Ces allégations d'actifs cachés et de tromperie conjugale ne l'avaient pas fait paraître lésé. Elles l'avaient fait paraître affamé dans une pièce où la faim laisse une tache. L'audience finale n'a pas été dramatique comme les gens négligents imaginent que la justice devrait l'être. Pas de halètement, pas de confession de dernière minute, pas d'effondrement théâtral avec des étrangers penchés en avant pour une meilleure vue. Les fins réelles sont généralement plus silencieuses que les fantasmes de vengeance ne le permettent. Elles passent par des documents, des changements de ton, des schémas confirmés, et la longue, impitoyable différence entre ce qu'une personne dit qu'il s'est passé et ce que le papier prouve qu'elle a fait. Cela me convenait. À ce moment-là, la trace du compte joint s'était installée en quelque chose que même le langage juridique de Warren ne pouvait pas polir. Date, virement, dépenses privées déguisées en besoins commerciaux. Fonds partagés utilisés pendant qu'il construisait une vie séparée et se préparait à quitter le mariage. L'affaire qu'il a essayé de monter contre moi a fait ce que l'arrogance fait souvent lorsqu'elle entre trop sûrement dans les salles officielles. Elle a élargi le cadre. Elle a forcé la lumière dans des endroits qu'il avait compté sur le fait qu'il resterait flou. Il était assis en face de moi ce dernier jour, ressemblant à un homme qui avait passé trop de temps à essayer de survivre sur une posture. L'élégance coûteuse l'avait quitté. Son costume lui allait toujours, mais il ne ressemblait plus à une appartenance, plus à un souvenir. Il n'avait pas l'air assez brisé pour inspirer la pitié. Il avait l'air pire que cela. Il avait l'air explicable. Ce fut l'humiliation finale. Le tribunal ne m'a pas puni pour ma discrétion. Il ne l'a pas récompensé pour son indignation tardive face à une richesse qui n'avait jamais légalement été à sa portée. Il a plutôt examiné la conduite, la séquence, ce qui l'a déplacé, quand il l'a déplacé, et pourquoi son histoire nécessitait mon silence pour paraître raisonnable. Lorsque la responsabilité a atterri, elle n'a pas atterri comme un coup de tonnerre. Elle a atterri comme une porte qui se ferme dans une pièce dont il avait déjà été lentement exclu pendant des années. Il a essayé de me parler après. Bien sûr. Devant le palais de justice, alors que nos avocats étaient encore à un demi-pas et que la journée n'avait pas encore décidé si elle serait douce, Warren a prononcé mon nom de cette vieille voix grave une dernière fois. Comme si l'histoire pouvait encore être invoquée comme un serviteur s'il utilisait le bon ton. Isidora ? Je me suis retourné, non pas parce que je lui devais de la douceur,
mais parce que je voulais qu'il le dise, debout pleinement dans ce qui restait. Pendant une seconde, il m'a juste regardé. Et c'était là. La chose pour laquelle il était vraiment revenu. La chose sous les excuses, sous la poursuite, sous la cupidité et la panique et la reconnaissance tardive. Pas moi, pas l'amour, pas même la restauration, mais l'accès. Il avait finalement vu la forme complète de la femme qu'il avait renvoyée et voulait, incroyablement tard, revenir dans la vie qu'il comprenait maintenant qu'il avait mal lu depuis le début. J'avais tort, dit-il. Je l'ai cru. C'était la tragédie. Non pas parce que son remords était pur. Il ne l'était pas, mais parce qu'à ce moment-là, il était devenu partiellement honnête. Une honnêteté qui arrive après la conséquence est l'une des choses les plus solitaires au monde. Il s'était trompé. Trompé sur ma valeur. Trompé sur ce qui le rendait sûr. Trompé sur la femme plus jeune, l'entreprise, le mariage, l'argent, la différence entre porter une vie et en tirer profit. Trompé de toutes les manières les plus importantes, et assez vieux pour connaître le prix de chacune d'elles. Mais le regret n'est pas la restauration, et la compréhension n'est pas la réparation. Je l'ai regardé et je n'ai ressenti aucun triomphe. Cela a surpris certaines personnes plus tard quand elles ont demandé indirectement, cherchant une version de moi qui avait apprécié la chute plus bruyamment que moi. La vérité était plus froide et bien plus définitive. À ce moment-là, Warren n'avait plus le pouvoir de me blesser à l'endroit où il avait vécu autrefois. J'avais déjà fait la chose la plus difficile. J'avais enterré l'homme que je pensais avoir épousé avant que celui qui se tenait devant moi n'ait jamais appris à supplier. Alors, je lui ai répondu clairement. Je n'ai pas caché ma richesse parce que j'avais peur de toi. Je l'ai gardée privée parce que je voulais savoir qui tu serais sans elle. Ce que je n'attendais pas, c'est à quelle vitesse l'argent te révélerait une fois que tu pensais que j'avais moins que ce que tu méritais. J'ai soutenu son regard et j'ai laissé le reste atterrir là où il devait. Tu es revenu en suppliant. Mais je n'étais pas intéressé par l'homme qui avait tout perdu. J'avais déjà vu qui tu étais quand tu pensais l'avoir. Il ne répondit pas. Il ne lui restait rien à utiliser. Je me suis retourné et j'ai marché vers mes enfants qui m'attendaient un peu plus bas sur les marches, non pas comme des témoins de sa honte, mais comme la preuve que ce qu'il avait brisé n'avait pas été ma fin. Il pensait que j'étais celle qui perdait quelque chose quand il est parti. Ce qu'il n'a jamais compris, c'est ceci. Au moment où il a vu qui j'étais vraiment, j'avais déjà vu qui il était vraiment.